Bonjour et bienvenue dans ce cours sur le chapitre 18, espace vectoriel et applications linéaires. Aujourd'hui, espace vectoriel. Donc, déjà quelques notions, tout cela a déjà été vu dans les deux vidéos d'introduction, mais nous y revenons plus en détail. On a donc un ensemble E a priori quelconque avec une loi appelée plus, dont on dira que c'est l'addition, qu'on appelle loi de composition interne parce qu'elle fait intervenir x et y qui sont des éléments de E. Et le résultat est dans E. Et puis une loi notée fois ou point ou multiplication, qui est une loi de composition externe. Ce qui est externe, c'est le lambda, qui appartient à R. X lui appartient à E, et le résultat de l'opération lambda.x appartient également à E. Un exemple classique, c'est l'ensemble des matrices à n lignes p colonnes, avec l'addition des matrices et la multiplication par un réel, mais nous avions vu dans les vidéos précédentes qu'il y a aussi l'ensemble des polynômes, l'ensemble des suites, l'ensemble des fonctions. Nous avons donc un ensemble E ainsi constitué, et nous dirons que c'est un espace vectoriel s'il vérifie toutes ces propriétés que vous devez connaître par cœur. Les quatre premières concernent l'addition. Les deux premières disent qu'on peut additionner dans l'ordre qu'on veut. J'aurais donc pu, à l'aide de ces deux règles, pour calculer x plus y plus z, calculer par exemple y plus z plus x. La troisième nous dit qu'il y a un élément, noté le 0 de E pour le distinguer du réel 0, tel que pour tout vecteur, donc pour tout élément de E, x plus 0 est égal à 0 plus x, à cause de la règle qui est là, et surtout est égal à x. Et donc le 0 est, nous dirons, l'élément neutre de l'addition, celui qui ne change rien quand on l'ajoute. Et puis tout élément a un inverse, je dirais plutôt un opposé, qui est noté moins x. Je vous rappelle que l'opposé de 2, c'est moins 2, l'inverse de 2, c'est 1,5, et donc je dirais plutôt opposé, pour noter moins x. Et puis, l'application vérifie cette propriété que le réel 1 fois n'importe quel élément x est égal à x. Deux règles de distributivité qui disent qu'on peut factoriser pour la première règle par lambda, par le réel, pour la deuxième règle par x, par le vecteur, par l'élément de E. Et enfin une dernière règle qui fait le lien entre le point et la multiplication des réels. Attention ici, mu.x, c'est donc la multiplication d'un réel par un vecteur. Lambda point, ce qu'il y a entre parenthèses, c'est la multiplication d'un réel par un vecteur. Alors qu'ici, le fois, c'est lambda fois 8, la multiplication de deux réels, donc la multiplication usuelle, point, un vecteur. Donc, les éléments des espaces vectoriels sont appelés des vecteurs, ce que j'ai déjà fait. Les réels sont appelés des scalaires. Scalaire est donc la désignation point réel par opposition à un vecteur. Et le 0 de l'ensemble de ces vecteurs est appelé le vecteur nul. Je vous rappelle que quand c'est un ensemble de polynômes, c'est le polynôme nul. Quand c'est un ensemble de suites, c'est la suite nulle. Quand c'est un ensemble de fonctions, c'est la fonction nulle. Pour votre culture générale, les quatre premières propriétés, celles qui concernent l'addition, font de l'ensemble muni de cette addition un groupe abélien du mathématicien Abel, ou un groupe commutatif. Commutatif, ça veut donc dire que x plus y égale y plus x. On peut commuter, permuter x et y. Voilà, comme je l'ai déjà fait dans les vidéos précédentes, je ne note pas toujours le symbole point, des fois on note juste rien, comme dans l'écriture 2x. Et nous allons voir en pratique comment montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel avec cet exemple fondamental qui est les vecteurs colonnes. On aurait aussi bien pu prendre les vecteurs lignes. On prend les vecteurs colonnes, c'est-à-dire les matrices avec n lignes et une colonne. On peut vérifier toutes les règles, on vérifie que a plus b est égal à b plus a, ce qui est dû fondamentalement au fait que l'addition des réels
A1 et B1 sont des réels, AN et BN sont des réels, l'addition des réels est commutative, si on peut permuter les deux. Si on calcule d'abord A plus B puis qu'on ajoute C, on obtient le même résultat que si on calcule d'abord B plus C et on fait A plus A. Là encore, c'est dû au fait que cette propriété est valable pour chaque ligne qui contient des réels. Le 0 des vecteurs colonnes, c'est donc le vecteur colonne constitué de 0. Et donc A plus 0 est égal à A. L'opposé d'un vecteur colonne, c'est moins A1, moins A2 jusqu'à moins AN. Et quand on ajoute un vecteur colonne et son opposé, on obtient le vecteur colonne nul. Quand on fait 1 fois un vecteur colonne, on obtient le vecteur colonne parce que quand on fait 1 fois un réel, on obtient le même réel. Quand on multiplie un réel par la somme de deux vecteurs colonnes, on obtient la multiplication du réel par chaque vecteur qu'on ajoute. Là encore, c'est dû au fait qu'en fait on traite chaque ligne indépendamment des autres, et sur chaque ligne il n'y a que des réels. Même remarque pour cette capacité, cette fois-ci, de mettre un vecteur colonne grand A en facteur. Et enfin, la multiplication. Toutes ces propriétés sont dues fondamentalement, dans cet exemple, au fait qu'un vecteur colonne, ça consiste à effectuer n fois de manière indépendante les calculs sur chaque ligne. Maintenant, nous reprenons le cas général. Nous sommes dans un espace vectoriel E quelconque. Et on a ces propriétés de bon sens, mais qui quand même nous nous plaçons de nouveau dans le cas d'un espace vectoriel E quelconque. Et nous avons, quel que soit le réel lambda, lambda fois le vecteur nul, c'est le vecteur nul. Et quel que soit le vecteur x, le réel 0 fois le vecteur x, c'est le vecteur nul. De même, on a l'opposé d'un réel multiplié par un vecteur qui est égal au réel fois l'opposé du vecteur. En particulier, le vecteur moins x peut être noté moins 1 point x. Et puis cette propriété qui n'est pas une propriété mais plus une écriture, je noterai x moins y comme abréviation de x plus moins y. Ce qui est déjà le cas pour les réels, on définit souvent d'abord la notion d'opposé, l'opposé de 4 c'est moins 4, et puis ensuite je dirais que 3 moins 4, par définition, c'est 3 plus moins 4. Mais ici, x et y sont des vecteurs d'un espace vectoriel E quelconque. Nouveau théorème, là encore lambda est un réel quelconque et x est un vecteur quelconque. Si le produit des deux, le produit au sens de l'opération externe donc, est le vecteur nul, cela veut dire que soit x est le vecteur nul, soit lambda égale 0. Cette propriété était déjà vraie pour les réels. Si les réels AB sont tels que A fois B égale 0, c'est que A égale 0 ou B égale 0. Je vous rappelle que cette propriété n'est pas vraie, par exemple, pour la multiplication des matrices. Si deux matrices grand A et grand B sont telles que grand A fois grand B égale la matrice nulle, ce n'est pas pour autant que grand A ou grand B sont la matrice nulle. Mais je vous rappelle encore une fois que dans le cadre des espaces vectoriels, on ne multiplie absolument jamais des éléments de E. Peut-être même cette multiplication n'existe pas. Combinaison linéaire, une notion que vous connaissez bien maintenant. On appelle famille de vecteurs, donc une n-liste, E1, E2, En, d'éléments de E, autrement dit une liste ordonnée, où l'ordre compte d'éléments de E. Par exemple, la famille AB, avec AB qui sont des vecteurs colonnes, à deux éléments. Et si on a une famille de P vecteurs de E, on dira que un réel fois le premier, plus un réel fois le deuxième, etc., plus un réel fois le dernier, c'est une combinaison linéaire de E1, E2 jusqu'à EP, qu'on peut noter évidemment de manière plus compacte avec un signe somme, la somme de i égale 1 à p des lambda i ei. Et puisque lambda 1 E1 est un vecteur, puisque cette loi de composition externe donne un élément de grand E,
Et puisque la somme de deux éléments de grand E est un élément de grand E, grand X est lui aussi un élément de grand E. Et donc une question qu'il est assez naturel de se poser, c'est étant donné grand X, E1, E2, EP, est-ce qu'on peut trouver lambda 1, lambda 2, lambda P tel que grand X égale lambda 1, E1 plus lambda 2, E2, etc. plus lambda P, EP. Et nous allons voir que la réponse dépend des cas. En tout cas, sachez déjà qu'il n'y a pas forcément unicité de la combinaison linéaire, c'est-à-dire que grand X, s'il est égal à ça, peut être également égal à une autre combinaison linéaire de E1, E2 et EP avec des coefficients lambda 1, lambda 2, etc., lambda P, qui sont différents de cela. Donc voilà, par exemple 2A moins 3B, ou 17A moins pi sur 2B, ou 4A plus 17B, tout ça c'est des combinaisons linéaires de A et B. Et donc un problème qu'on se posera souvent, c'est donc on connaît X, on connaît les EI, nos inconnus c'est les lambda I, et le but du jeu c'est de les trouver. En pratique, reprenons cet exemple-là, donc on cherche si grand X est une combinaison linéaire de grand A et grand B, et donc on cherche en pratique deux réels lambda et mu, qui sont solutions de l'équation grand X égale lambda grand A plus mu grand B, ce qui revient en pratique à résoudre cette équation, qui est en pratique un système de deux équations, qui ici a une solution unique, lambda égale 1, mu égale 2, et donc grand X égale une fois grand A, plus 2 fois grand B. Mais avec d'autres valeurs de grand A, grand B et grand X, on aurait pu avoir zéro solution ou une infinité de solutions, ce que vous saviez déjà pour un système. Nous passons maintenant à la notion de sous-espace vectoriel, dont nous avons vu de nombreux exemples dans la vidéo précédente. On dira que F est un sous-espace vectoriel de E, qui lui-même est un espace vectoriel, si tout simplement l'addition de deux éléments de grand F est dans grand F. Je vous rappelle que cette addition est forcément dans grand E, puisque grand E est un espace vectoriel, mais la question c'est est-ce que c'est aussi un élément de grand F qui en est un sous-ensemble? Et puis est-ce que la multiplication d'un réel par un élément de grand F est un élément de grand F? Là encore, tout élément de grand F est un élément de grand E, donc la multiplication d'un réel par un élément de grand F est forcément un élément de grand E qui est un espace vectoriel. Toute la question c'est est-ce que c'est également un élément de grand F? Un sous-espace vectoriel trivial, c'est le 0 de grand E. Le sous-espace vectoriel réduit à un seul élément. Dans ce cas, effectivement, si on ajoute 0 plus 0, ça fait 0. Si on fait lambda fois 0, ça fait 0. Et c'est bien un sous-espace vectoriel. Grand E lui-même est un sous-espace vectoriel de grand E de manière évidente. Si f est un sous-espace vectoriel, comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, le 0 de grand E, le vecteur nul de grand E, doit appartenir à grand F. Ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire. Cela est dû au fait que grand F est non vide, doit contenir au moins un élément, et donc il doit contenir par définition le réel 0, point cet élément, qui est le vecteur nul de grand E, qui doit donc être également le vecteur nul de grand F. Et donc comme nous l'avions vu, en pratique, pour montrer qu'un ensemble est un sous-ensemble d'un espace vectoriel, c'est beaucoup plus simple que de montrer les bipropriétés que nous avions vues avant. Il suffit de dire que f est différent de vide, en pratique de vérifier que le 0 de grand E, le vecteur nul de grand E, est un élément de grand F, et puis de vérifier que l'addition de nos éléments de f est dans f, et que la multiplication d'un élément de f par un scalaire lambda, par un réel lambda, est un élément de f. On a vu plusieurs exemples de ça dans la vidéo précédente. Encore un exemple, montrer que l'ensemble des vecteurs dans la deuxième coordonnée vaut 0 est un sous-espace vectoriel des vecteurs colonnes à deux éléments. 0, 0 appartient bien à grand F, et si on ajoute deux éléments de grand F, on obtient un élément de grand F. Si on multiplie un élément de grand F par le réel lambda, on obtient un élément de grand F. Tout ça peut être démontré en une fois
en montrant simplement que lambda fois un élément de grand F plus un autre élément de grand F appartient à grand F. Ça revient au même, car si on prend lambda égale 1, on montre donc que grand A plus grand B appartient à grand F. Et puis si on prend pour grand B le vecteur nul, on montre que lambda fois grand A appartient à grand F. Un théorème important qui n'a pas été vu dans la vidéo précédente, c'est que tout système linéaire homogène, je vous rappelle que homogène, ça veut dire qu'à droite de égal, il y a des zéros. Et si on a un système linéaire homogène de n équations à n inconnues, l'ensemble des solutions forme un sous-espace vectoriel des vecteurs colonnes à n éléments. Pour ça, ce n'est pas la peine de résoudre le système. Il suffit de constater que le 0 des vecteurs colonnes à n éléments est bien un élément de grand F, puisque grand M fois 0 fait 0. Et de vérifier que si je fais grand M fois lambda grand X plus grand Y, en développant et en regardant les règles de calcul sur les matrices, on trouve, une fois de plus, le vecteur colonne 0. Et donc, F est bien un sous-espace vectoriel. À partir de là, une question qu'il est assez naturel de se poser, c'est quel espace forme toutes les combinaisons linéaires possibles d'une famille de vecteurs. Donc je considère une famille de P vecteurs E1, E2, P d'un espace vectoriel quelconque, grand E. Et je noterai vect comme vectoriel de E1, E2, P, l'espace vectoriel qui est engendré par tous ces vecteurs, autrement dit toutes les combinaisons linéaires possibles qu'on peut faire avec ces vecteurs. S'il y a un seul vecteur dans la famille, ce qui n'est pas interdit, on peut avoir P égale 1, alors vect de A, c'est tous les lambda A. Si grand A, c'est par exemple la matrice colonne 1, 2, j'obtiens tous les lambda de lambda. Vect de A est appelé une droite vectorielle. En effet, si je place dans le plan, dans un repère orthonormé, le point grand A de coordonnées 1, 2, et si je regarde tous les points de la forme lambda de lambda, je trouve la droite OA, la droite qui passe par le point de coordonnées 0, 0 et par le point A. Donc comme je vous l'ai dit, vect de E1, E2, P est toujours un sous-espace vectoriel de E. Et c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient les vecteurs E1, E2 jusqu'à EP. Alors ça, c'est une propriété qui peut être très utile dans des exercices, car ça peut dire la chose suivante, que si F est un espace vectoriel, si je sais que F contient E1, E2 et EP, alors forcément, comme vect de E1, E2, EP, le plus petit sous-espace vectoriel qui les contient, j'ai vect de E1, E2, EP qui est inclus dans F. Ça peut être éventuellement, bien sûr, une égalité. Si j'ajoute un nouveau vecteur dans ma famille E indice P plus 1, qui a déjà une combinaison linéaire des vecteurs E1, E2, EP, ça veut dire donc que E indice P plus 1 est un élément de grand F, par définition. Et vect de E1, E2, EP, EP plus 1 est égal à vect de E1, E2, EP. Rajouter le vecteur EP plus 1 ne change rien. Enfin, dernière remarque, je peux multiplier chaque vecteur de la famille par un réel quelconque non nul et j'obtiens par combinaison linéaire le même espace vectoriel. Un exemple un peu plus subtil que celui d'avant, si je regarde vect de AB, c'est donc l'ensemble de tous les vecteurs qui sont des combinaisons linéaires de grand A et grand B. C, on peut vérifier assez facilement que c'est A plus B, et donc vect de ABC, c'est vect de AB. Par rapport à la remarque précédente, si F est un sous-espace vectoriel qui contient les vecteurs A et B,
je peux être certain que vect de AB est inclus dans F. J'arrive à une notion que j'avais là encore développée dans la vidéo précédente. La notion de base d'un espace vectoriel. On a donc vu que quand on résout l'équation x égale somme de i égale 1 AP des lambda IEI avec les EI qui sont donnés et les lambda I qui sont les inconnus, il se peut qu'il n'y ait aucune solution, il se peut qu'il y ait exactement une solution. Je vous rappelle qu'une solution, c'est un PUPLAY, lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda P. Il se peut qu'il y ait une infinité de solutions. Si, pour tout vecteur x, il y a exactement une solution à cette équation, alors je dirais que E1, E2, EP est une base de E. Et je dirais que lambda 1, lambda 2, lambda P sont les coordonnées de x. Dans cette base, revenez sur les exemples de base qu'on a vus avant pour éclaircir cette notion. Par exemple, une base de cet ensemble F, c'est tout simplement le vecteur 1, 0. Car tout élément de F s'écrit T fois 1, 0. Donc, comment montrer qu'une famille de vecteurs est une base? Il faut simplement résoudre l'équation x égale lambda E1 plus lambda 2E2 plus lambda PEP. Et il faut que cette équation ait une x solution, quel que soit x. En pratique, donc, on prend un x quelconque élément de l'ensemble, ici un vecteur colonne à deux éléments x, y, et on résout l'équation. Alors on ne va pas les appeler lambda 1, lambda 2, mais plutôt petit a et petit b, a fois le premier vecteur de la base plus b fois le deuxième vecteur de la base égale x, y. On résout le système. On constate que, quel que soit x et y, il y a une seule valeur pour b et une seule valeur pour a. Et donc, cette famille est bien une base de l'ensemble des vecteurs colonnes avec deux lignes. Dire qu'une famille de vecteurs est libre, c'est dire que cette équation, ici, il n'y a pas un x quelconque, mais le vecteur nul a une seule solution quand tous les coefficients sont égaux à 0. J'insiste, quand tous les coefficients sont égaux à 0, lambda E1 plus lambda EP est toujours égal au vecteur nul. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres solutions que celle-là ou pas? Si une famille n'est pas libre, on dit qu'elle est liée, qui est donc la notion opposée. Enfin, on dit qu'une famille est génératrice si l'espace vectoriel engendré par les vecteurs de la famille est égal à tout l'espace vectoriel grand E. Autrement dit, si tout vecteur de grand E est une combinaison linéaire, unique ou pas, de E1, E2, EP. Et donc en pratique, pour montrer qu'une famille est libre, on résout cette équation. J'insiste, on trouvera toujours cette solution-là. Et donc, la question c'est, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? S'il y en a d'autres, la famille est liée. S'il n'y a que cette solution, la famille est libre. Ici, on veut montrer que cette famille de deux vecteurs est libre, et donc on résout cette équation. Et on constate qu'elle n'a que comme solution A égale B égale 0. La famille est bien libre. Pour montrer qu'une famille est génératrice, on résout donc l'équation avec non pas 0, mais un x quelconque à droite de égal. Et ce qu'on veut, c'est montrer qu'il y a au moins une solution, quelle que soit la valeur de x. Une remarque vraiment importante que j'avais déjà fait dans la vidéo précédente, si une famille est libre, ça veut donc dire qu'on peut trouver comme seule combinaison linéaire pour avoir le vecteur nul tous les coefficients lambda 1, lambda 2 égaux à 0. Mais une autre manière de le voir, c'est de dire que chacun des vecteurs de la famille ne peut pas être exprimé comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Ainsi, comme il est dit, tout vecteur est utile dans la famille. Une autre manière de le dire, c'est que si une famille est libre, si j'enlève un des vecteurs de la famille, l'espace vectoriel engendré sera strictement inclus dans l'espace vectoriel engendré par la famille de départ.
Par contre, pour une famille génératrice, c'est un peu le cas contraire. On veut qu'il y ait toujours au moins une solution, mais il peut y en avoir plusieurs. Ce qui nous donne la définition d'une base que nous avions déjà vue. Dire qu'une famille de vecteurs forme une base, c'est dire qu'elle est à la fois libre et génératrice. La base canonique de l'ensemble des vecteurs colonnes avec n lignes. Déjà prenons un exemple avec 3 lignes. Cette base canonique, ce sera 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est canonique? Je vous rappelle, canonique, ça veut dire fondamentale. Elle est canonique parce que simplement quand on voit le vecteur A, A1, A2, A3, en fait, il nous donne directement les coefficients de la combinaison linéaire des vecteurs de la base canonique qui donne grand A. J'insiste, il y a plein d'autres bases à un espace vectoriel que la base canonique. D'une manière générale, si on parle des vecteurs colonnes avec n lignes, c'est un espace vectoriel de dimension n. La base contient n éléments, E1, E2, En. E1 c'est 1, 0, 0, 0, 0, E2 c'est 0, 1, 0, 0, 0, etc. Et En c'est que des zéros avec le 1 en dernier. Le vecteur E indice K c'est que des zéros avec un 1 en kème position. Et dans ce cas-là, un vecteur A1, A2, AN s'écrit simplement comme combinaison linéaire A1, E1 plus A2, E2, etc. plus AN, En. C'est la généralisation du cas vu dans M31 de R ci-dessus. Donc voilà quelques exemples de bases canoniques pour les vecteurs colonnes à 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments. Il est facile de généraliser. Donc comme je le disais, il n'y a pas du tout unicité de la base. Ces deux vecteurs forment également une base des vecteurs colonnes à 2 éléments. Et il y a plein d'autres bases qui ne contiennent pas nécessairement des zéros. Par exemple, le vecteur 2, 1 et le vecteur -3, -1 forment une autre base de cet ensemble. Mais, comme nous l'avions vu, le point commun à toutes ces bases, c'est qu'elles ont le même nombre de vecteurs qui est appelé la dimension de l'espace. J'insiste très intuitivement, la dimension d'un espace vectoriel, c'est donc combien de nombres il faut pour caractériser un élément de cet espace. On voit bien que, par exemple, pour M41 de R, c'est un espace vectoriel de dimension 4, parce qu'il faut 4 nombres pour déterminer un élément de cet ensemble. Histoire d'être peut-être encore plus clair sur cette histoire, la base de l'ensemble des polynômes, la base canonique de l'ensemble des polynômes, c'est le polynôme 1, le polynôme constant 1, le polynôme x, le polynôme x au carré, le polynôme x au cube, le polynôme x puissance 4, etc. Jusqu'à l'infini. Je vous rappelle que l'ensemble des polynômes est un espace vectoriel de dimension infinie. La base canonique de l'ensemble des suites, c'est la suite U0 égale 1, U1 égale 0, U2 égale 0, U3 égale 0, etc. jusqu'à l'infini. Puis U0 égale 0, U1 égale 1, U2 égale 0, U3 égale 0, etc. Puis U0 égale 0, U1 égale 0, U2 égale 1, U3 égale 0, U4 égale 0, etc. Avec à chaque fois, pour le kème élément de la base, U indice K-1 qui vaut 1, et tous les autres qui valent 0. Là encore, il y a une infinité de telles suites, et l'espace vectoriel des suites est un espace vectoriel de dimension infinie. Un exemple, donc grand F c'est l'ensemble des couples XY tel que x plus y égale 0, on veut déterminer cette dimension. Sans doute le moyen le plus simple de le voir, c'est de dire qu'en fait c'est l'ensemble des vecteurs colonnes de la forme x moins x, avec x appartient à R, ou encore de la forme x fois 1 moins 1, avec x appartient à R. Nous en déduisons que le vecteur 1 moins 1 forme une base de grand F.
grand F, c'est vect de 1 moins 1, et la dimension de F, c'est 1. D'une manière générale, l'ensemble des vecteurs colonnes à deux éléments est un espace vectoriel de dimension 2, et si je rajoute une contrainte linéaire, ici x plus y égale 0, je vais diminuer la dimension de mon espace de 1. Si je rajoutais encore une autre contrainte linéaire, par exemple x plus y égale 0 et 2x moins y égale 0, j'enlèverai encore 1 à la dimension et j'aurai un espace vectoriel de dimension 0. Effectivement, on pourrait vérifier que l'ensemble composé des vecteurs colonnes xy tels que x plus y égale 0 et 2x moins y égale 0, cet ensemble est uniquement composé du vecteur nul 0, 0. Et nous dirons que la dimension de cet espace vectoriel, c'est 0. Voilà qui conclut ce cours sur les espaces vectoriels. Le cours suivant concernera les applications linéaires. Bonne journée.